remercie chaleureusement de vous être déplacé pour suivre une conférence sur un sujet qui peut paraître aride. Que signifie être soi? La question de l'identité personnelle. Évidemment, il y a plus engageant, dirons-nous. D'autant que je dois préciser que l'approche que je vais suivre sera strictement philosophique, ce qui exclut une approche qui aurait également sa légitimité, qui serait de type, sur la question de l'identité, biologique, linguistique, sociologique, ethnologique, etc. Là, c'est deux philosophies, parce que je ne suis pas capable de parler d'autre chose, ce qui n'exclut pas, évidemment, que d'autres approches, et peut-être que certaines de vos interventions après la conférence ouvriront le sujet sur d'autres pistes. Bien. Allons-y donc. 700 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi, chantait naguère Jacques Dutronc. Les plus anciens s'en souviennent. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait aujourd'hui à peu près doubler le nombre, en tout cas en ce qui concerne la population chinoise. Mais finalement, l'intention de la chanson demeure toujours actuelle et le problème reste le même. Et moi, que suis-je, petit grain de sable perdu dans le macrocosme que constitue déjà la population humaine dans son ensemble, a fortiori celle de l'univers, qui m'engloutit infiniment et qui a provoqué l'effroi de Pascal dans une pensée célèbre, le silence éternel des espaces infinis m'effraie, disait-il. Je ne suis donc qu'un grain de sable, et pourtant, je suis pour moi l'être le plus important du monde, puisque quand je viendrai à disparaître, le monde disparaîtra. Enfin, il disparaîtra pour moi. Peut-être que des événements merveilleux, ou à l'inverse catastrophiques, auront lieu, mais comme je ne pourrai en être ni le témoin ni le spectateur, ils n'auront pas d'existence pour moi. Ils n'auront pas d'existence pour moi parce que je serai incapable d'en avoir conscience. Si donc le monde existe, finalement, pour chacun d'entre nous, ce n'est que par le langage, par la conscience et par le pouvoir de dire « je ». C'est parce que j'ai réflexivement conscience de moi que je peux aussi accéder à la conscience du monde qui m'entoure, qui m'environne. En effet, par définition, chacun d'entre nous n'a accès qu'à sa propre conscience et nullement à celle des autres, pas plus d'ailleurs, réciproquement, qu'eux n'ont accès à ma propre conscience. Personne ne peut, au sens littéral du terme, sortir de soi en raison de ce qu'on appelle le principe d'individuation. Et malgré des efforts d'empathie ou de sympathie, quand par exemple quelqu'un hoche la tête ou me sourit pour m'indiquer qu'il a compris ce que je veux lui dire, je ne peux jamais en être absolument certain, parce qu'évidemment, je ne peux pas avoir accès à sa conscience. Même lorsque Rimbaud, dans une formule célèbre, je crois qu'elle est tirée de la lettre du voyant « Je est un autre », qui a suscité une quantité d'interprétations différentes, comme par exemple celle de la présence d'un inconscient en soi, et bien même lorsque Rimbaud dit « je est un autre », il n'ignore pas qu'il est un individu singulier, unique, différent de tous les autres. Mais alors, comment, si même c'est possible, comment définir cette singularité? Est-elle réelle ou simplement illusoire, n'étant qu'un pur mot? Ça, c'est un premier problème. Comment me définir dans ma singularité? Il y en a un second. Lorsque nous disons « je » ou « moi », nous parlons du même être dont nous endossons l'identité. Mais endosser une identité, ça veut dire la conserver et persister dans le temps. Être soi, ce n'est donc pas seulement être différent des autres, c'est aussi rester le même dans le temps qui passe. Là encore, problème. Est-ce possible alors que nous sommes voués à la temporalité et que, comme le disait déjà le vieil Héraclite, nous ne nous baignons jamais deux fois dans le même fleuve. Et ce ne sont pas seulement les molécules d'eau du fleuve qui ont changé quand je me baigne ne serait-ce qu'à 1 heure d'intervalle, c'est aussi moi-même
qui est changé, puisque j'ai vieilli d'une heure. Je ne suis plus peut-être le même qu'une heure auparavant. Nous reviendrons sur ce problème. Alors, que signifie de second problème que nous puissions être et demeurer le même? Donc, cela nous fait deux problèmes à résoudre, ou du moins à tenter de résoudre et à aborder. D'une part, si être soi, c'est être soi et non un autre, peut-on, et si oui, comment, définir le moi? Où le trouver? Peut-on le trouver? D'autre part, si être soi, c'est rester le même à travers le temps, qu'est-ce qui assure, veuillez m'excuser, la permanence de notre identité? Examinons donc ces deux problèmes l'un d'après l'autre, en commençant par la question de la singularité. Peut-on définir ce mot étrange, moi? Si oui, comment? Et tout d'abord, pourquoi est-il étrange de dire moi, alors que c'est un mot que nous employons tous les jours, et même parfois abusivement, en commençant systématiquement une phrase par moi, je, une sorte de redondance, moi, je pense que, etc. Bien, c'est que le moi a cette particularité, à la différence des objets usuels, de ne pas désigner un ensemble déterminé d'êtres, mais un seul. Par exemple, lorsque je dis la chaise, je n'entends pas uniquement cette chaise-ci sur laquelle je suis assis, mais la chaise en général. Même chose avec le chien, le jaune. Le moi ne renvoie qu'à un individu singulier. D'ailleurs, on peut remarquer qu'il n'arrive jamais que nous employions le mot moi, le substantif moi, au pluriel. On peut dire les chiens, les chaises, les jaunes, les tableaux. On ne dira pas les moi. Je n'ai jamais entendu dire. Y compris même en ce qui concerne des concepts qui peuvent également se prononcer au pluriel, les libertés individuelles ou les vérités mathématiques, dont parle par exemple Descartes, mais pas les moi. Ce qui montre donc que le moi est un nom commun, un substantif, enfin en tout cas on peut le substantiver, qui ne s'adresse qu'à un être singulier. Qu'est-ce donc alors que ce moi qui nous distingue de tous les autres, nous tous qui en usons et parfois en abusons? Alors, cette question retorse, difficile, a heureusement été traitée de manière subtile par Pascal et dans une pensée dont je vous ai fait une copie. Qu'est-ce que le moi? Pensée 688 de l'édition Lafuma, puisqu'il y a eu de nombreuses éditions des pensées de Pascal. Là, il s'agit de Lafuma. Peu importe. Dans ce court texte, Pascal, on va le voir, procède à ce qu'un philosophe contemporain, Vincent Descombes, auteur d'un récent ouvrage Les embarras de l'identité, qu'on trouve à la fois dans les bonnes librairies et au CDI du lycée Jean de La Fontaine, a appelé l'anéantissement spirituel du moi, en montrant que personne ne peut prétendre avoir droit au respect d'autrui par ses qualités naturelles. En 3 étapes, il va montrer, souligner l'inanité, l'inutilité de tout ce qu'on voudrait faire passer pour un moi véritable au terme d'un travail de sape et de dépouillement successifs. Première étape. Qu'est-ce que le moi? Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants. Si je passe par là, puis-je dire qu'il s'est mis là pour me voir? Non, car il ne pense pas à moi en particulier. Bien, arrêtons-nous déjà là. Ça a l'air tout simple et pourtant ça mérite un commentaire. Vincent Descombes fait judicieusement observer qu'il y a une différence logique entre 2 possibilités. Première possibilité, un homme se met à la fenêtre parce qu'il veut me voir passer. Deuxième possibilité, un homme se met à la fenêtre parce qu'il veut voir passer quelqu'un, quel qu'il soit.
quelqu'un en général. Matériellement ou photographiquement, il n'y a pas de différence entre les deux situations. Si quelqu'un prenait une photo de l'homme en train de me regarder en train de passer, on ne verrait pas la différence. Cette différence est donc tout intérieure et relève uniquement de l'intention de celui qui regarde. Les philosophes contemporains appelleraient ça justement l'intentionnalité. Or, selon son intention, l'homme à la fenêtre instaure donc un rapport avec moi si je passe sous cette fenêtre, mais ce rapport peut être conçu de deux façons. Soit comme la personne qu'il voulait précisément voir passer, parce qu'il l'attendait ou parce qu'il voulait la voir, elle, personnellement, soit comme un passant quelconque s'il ne s'intéresse pas à lui. C'est tout d'abord ce deuxième cas que retient Pascal. Non, car il ne pense pas à moi en particulier. C'est seulement ma qualité de passant qui retient alors ici son attention, ce n'est pas moi en tant qu'individu singulier. En d'autres termes, il se fiche de ma singularité, il n'en a cure, et il m'oubliera aussi vite que je serai passé. Donc, on ne peut pas ici dire qu'il y ait connaissance de ma singularité, en tout cas du point de vue de celui qui m'observe. Mais envisageons alors, c'est ce que fait Pascal sans le dire, le second aspect de ces deux possibilités, le second aspect de ces deux possibilités logiques, le cas où, cette fois-ci, il s'intéresserait à moi. Et pourquoi s'intéresserait à moi? Parce qu'il m'aime. Mais celui qui aime quelqu'un, à cause de sa beauté, l'aime-t-il? Alors, ici, peut-être faut-il s'arrêter quelques instants sur le sens du verbe « aimer ». On pourrait croire, et à une première lecture, c'est ce qui semble venir à l'esprit, qu'il s'agirait de quelqu'un qui éprouverait une passion amoureuse pour moi. Mais si on se projette sur la suite du texte, et notamment sur la dernière phrase, on comprend que aimer est ici synonyme d'honorer. Vous voyez, le verbe se retrouve dans la dernière phrase à la fin du texte. Autrement dit, aimer est donc synonyme d'honorer. C'est ici une qualité, la beauté, qui me rend aimable et digne d'être honoré aux yeux d'autrui. Pourquoi va-t-on m'honorer? Parce que je suis beau. Après tout, ça n'existait pas, je crois, à l'époque de Pascal, mais il y a aujourd'hui des concours de beauté, par exemple, dans lesquels on honore la gagnante. En général, ce sont des femmes, mais au nom de la parité, on pourrait peut-être en prévoir aussi pour les hommes, qui sait. Donc, ça existe également, très bien, c'est parfait. Ce qui vaut d'ailleurs pour la beauté, donc pour une qualité du corps, se retrouve tout autant pour les qualités de l'âme, puisque Pascal évoque aussitôt après, enfin au début du deuxième paragraphe, la mémoire ou le jugement. Mais qu'en conclut-il? Eh bien, il en conclut qu'aucune de ces qualités ne sont constitutives de ma personne, ne sont, si vous voulez, pour employer un terme philosophique, essentielles, c'est-à-dire caractérisant mon essence, ma nature, puisque je puis les perdre, qu'il s'agisse des qualités du corps. Brigitte Bardot a été un temps, a-t-on dit, la femme la plus belle du monde. C'est beaucoup plus douteux aujourd'hui. Ou des qualités de l'âme, envisageons, comme Pascal, la maladie d'Alzheimer, par exemple, ou la petite vérole. Eh bien, ces qualités que je pourrais perdre ne me feront néanmoins pas cesser d'être moi. Certes, j'aurais perdu ma beauté, j'aurais perdu mon intelligence, j'aurais perdu ma prodigieuse mémoire, je serais quand même toujours moi. Pascal en conclut donc que ce ne sont pas non plus ces qualités qui puissent me définir comme un moi singulier, puisque si je les perds, je resterai néanmoins le même.
Ce sont donc des qualités inessentielles ou accidentelles. C'est le terme qu'on utilise pour s'opposer à l'essence. On oppose en philosophie l'essence et l'accident. Pascal passe alors à la dernière étape de sa démonstration. Et comment aimer, nous dit-il, le corps ou l'âme, sinon pour ses qualités qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu'elles sont périssables, on vient de le voir. Car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne abstraitement et quelques qualités qui y fussent? Et il répond, cela ne se peut et serait injuste, en outre. Cela ne se peut et serait injuste. Cela ne se peut, tout d'abord, en effet, car si l'on retire de l'âme, entendons par l'âme l'esprit, ici le mot âme, tel qu'on l'utilisait au XVIIe siècle, n'a pas le sens de l'âme religieuse, mais c'est tout simplement l'esprit, l'entendement, on disait aussi. Si on retire de l'âme tout ce qui fait sa singularité, c'est-à-dire les qualités qui la caractérisent et qui la définissent en propre, bref, tout ce qui fait que l'on est soi, qu'est-ce qui reste? Eh bien, nous dit-il, il ne reste qu'une substance générale et abstraite qui n'est peut-être qu'un mot vide de sens, qu'un flatus vocis, un souffle de voix, mais qui n'a pas de consistance. Il ne reste que cela, qui est en outre la même pour tous, une substance abstraite et générale étant donc la même pour tous. Dans ce cas, être soi, nous en arrivons à ce paradoxe, ce serait être le même que tous les autres, puisque ce qui resterait simplement, c'est cette substance que nous avons tous en commun. Cette substance de surcroît dont on ne sait pas très bien ce qu'elle est. Donc, cela ne se peut. Mais en outre, ajoute Pascal, ce serait injuste. Pourquoi? Si la justice, selon sa définition, du moins l'une de ses définitions courantes, consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû, c'est ce qu'Aristote appelle la justice distributive. Si la justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû, on voit bien évidemment qu'il faut traiter chacun différemment, selon son mérite ou son démérite, faute de quoi la société ne tient plus. Si un professeur s'avisait de mettre les mêmes notes à tous les élèves au motif que ce serait justice et qu'on n'a pas à tenir compte du mérite de la copie rendue ou de son démérite, vous imaginez aisément la conséquence. Plus personne ne travaillerait. Et ce n'est qu'un exemple naturellement. Donc ce serait également injuste, et il faut donc bien que chacun soit lui-même et non un autre pour pouvoir être traité selon la justice. C'est pourquoi Pascal peut conclure qu'on ne se moque donc plus de ceux qui se font honorer pour des charges ou des offices, car on n'aime personne que pour des qualités empruntées. Alors, cette idée de qualités empruntées mérite un commentaire parce qu'elle fait écho, mais dans une perspective différente, à un autre texte de Pascal intitulé « Trois discours sur la condition des grands ». Et tout particulièrement, j'ai en tête ici le second discours, le second de ces discours, dans lequel Pascal distinguait ce qu'il appelle des grandeurs, on pourrait aussi appeler ça qualité d'établissement, et des grandeurs naturelles. Alors de quoi s'agit-il? Les grandeurs d'établissement, ce sont celles qui sont liées à la naissance ou au rang et qui vous donnent droit à un certain traitement. Il est nécessaire, parce que vous êtes dupe, disait-il, que je vous salue. Mais à côté de cela, il distingue les qualités ou grandeurs naturelles qui, elles, sont liées aux qualités morales ou intellectuelles de la personne. S'il est nécessaire, parce que vous êtes dupe, que je vous salue, il n'est pas nécessaire que je vous estime, nous dit-il en substance, si vous n'êtes pas digne d'estime, si vous ne vous en rendez pas digne par vos actions, par vos pensées, par votre comportement, etc. Et donc, dans les trois discours sur la condition des grands, il effectue une distinction entre ces deux types de grandeur. Mais ici, on a le sentiment de l'inverse, finalement. Les qualités, en tout cas du point de vue
de l'extériorité. Les qualités naturelles sont tout aussi extérieures à l'individu de quelqu'un que ses qualités d'établissement, finalement. Parce que ces qualités naturelles, elles ne me constituent pas en propre, je puis les perdre, et également, pourquoi les ai-je reçues? Est-ce que je mérite, est-ce que j'ai un mérite quelconque à être, par exemple, intelligent ou beau? Non. Enfin, merci papa, merci maman, peut-être, mais enfin, en tout cas, je n'en suis pas responsable. Hein, Et comme le dit Vincent Descombes, il est absurde et injuste de demander à être aimé pour soi-même, car il n'y a rien d'aimable dans le fait d'être soi-même. Il est injuste et absurde de demander à être aimé pour soi-même, y compris peut-être même pour sa beauté, pour son intelligence et pour sa mémoire, dont j'ai pu hériter sans en être finalement le responsable. On voit donc qu'elle pourrait peut-être discutée, mais cette analyse de Pascal nous conduit à un constat de scepticisme. Finalement, le moi est introuvable. Cependant, je crois qu'on peut en tirer deux leçons. D'une part, l'enjeu de notre recherche n'est pas seulement logique ou métaphysique, il est aussi moral. Savoir ce qu'est pour chaque homme être soi, ce n'est pas seulement savoir ce qu'il est ou qui il est, c'est également savoir comment on devra, avec justice, le traiter ou le considérer. Première leçon. Second enseignement, celui-là sera d'ordre méthodologique plutôt. Si personne, si intime soit-il avec moi, si proche qu'il soit de moi, ne peut savoir qui je suis, finalement, de l'extérieur, c'est qu'on ne peut pas définir le moi, justement, de l'extérieur. On ne peut pas savoir de l'extérieur, par l'intermédiaire, si vous voulez, de quelqu'un d'autre, ce qu'est être soi. Personne ne peut finalement me le dire, ne peut me renseigner à ce sujet. De l'extérieur, peut-être, mais nous y parviendrons peut-être mieux de l'intérieur. Et c'est cette seconde voie, cette seconde option que nous allons maintenant envisager. En effet, donc, comme je le disais, de l'extérieur, je ne peux pas avoir connaissance de ce qui se passe dans la conscience d'autrui. Mais du point de vue de ma propre conscience, c'est-à-dire de ce que Sartre appelle le pour-soi, est-ce que je pourrais mieux savoir ce qu'est être soi? Ben, ce n'est pas si sûr. Et c'est même loin d'être prouvé. En effet, il convient là d'opérer une distinction assez technique qui, avant Sartre, avait été effectuée par un philosophe allemand du début du XIXe siècle, Hegel, entre ce qu'il appelle l'en-soi et le pour-soi. Alors, c'est un vocabulaire évidemment un peu aride, un peu technique, mais qui a le mérite d'être assez précis et finalement assez compréhensible si on le détaille. Je vais commencer par une citation de Sartre, que je commenterai ensuite. « L'être de la conscience, nous dit-il, ne coïncide pas avec lui-même dans une adéquation plénière. Cette adéquation qui est celle de l'en-soi s'exprime par cette simple formule « l'être est ce qu'il est ». Bon, évidemment, quand on entend ça la première fois, on se dit, on n'est pas bien avancé, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi qui cause le monsieur, comme diraient mes élèves. Enfin, certains d'entre eux en tout cas. Alors, l'en-soi, c'est le mode d'être des choses, si vous voulez, privé de conscience, qui sont donc fixes, immobiles, et toujours identiques à elles-mêmes. C'est le cas des minéraux, des végétaux et même des animaux pour Hegel. N'ayant pas de conscience, elles n'existent que sur le mode des choses de la nature, c'est-à-dire de l'en-soi. Elles sont, elles, identiques à elles-mêmes, même si, avec le temps, elles peuvent subir une certaine usure, mais sinon elles ne changeront pas d'elles-mêmes. Au contraire,
le pour soi, qui caractérise la conscience humaine et la conscience de soi, se caractérise par une non-coïncidence de cette conscience avec elle-même. Pourquoi? Ben justement parce que j'existe dans le temps, et que, existant dans le temps, ma conscience change en permanence. En d'autres termes, elle n'est pas figée dans un être immuable. Par exemple, une croyance n'est pas seulement une croyance, mais elle est aussi la conscience que j'ai de cette croyance sur laquelle je pourrais revenir et que je pourrais modifier dans le temps. Et ce soi qui définit la conscience selon Sartre se caractérise précisément par cette non-coïncidence avec elle-même, ou si vous préférez, par cette capacité de se séparer d'elle-même. La conscience n'est jamais identique à elle-même, à soi, parce qu'elle se temporalise. Pour l'illustrer, pour mieux le faire comprendre, je vais prendre un exemple très simple. Sartre dit que la conscience dispose d'un pouvoir de néantisation. C'est un terme qui peut paraître à la fois puissant et un peu hermétique, puisque de quoi, qu'est-ce que la conscience pourrait-elle néantiser? Elle ne peut rien néantiser, en tout cas elle ne va pas néantiser le monde matériellement au sens où elle le détruirait. En revanche, ce qu'il veut dire, c'est qu'elle a le pouvoir de l'annuler ou de l'écarter mentalement. Par exemple, pendant un cours, ou peut-être même pendant cette conférence, vous m'écoutez avec une attention remarquable. Mais rien ne vous empêche en même temps d'être capable de, par le pouvoir de l'imagination, du rêve, de la distraction, etc., de penser à autre chose que ce que je suis en train de vous raconter. Nous avons tous été élèves et il nous est tous arrivé à un moment ou à un autre, malgré l'excellence des professeurs que nous avions, de ne pas les suivre toujours avec l'attention qu'ils auraient pourtant méritée. Eh bien c'est ça, ce pouvoir de néantisation de la conscience, c'est cette capacité, si vous voulez, de mettre le monde réel, de mettre la réalité entre parenthèses et de s'en abstraire. Je ne me souviens plus très bien du titre et du contenu d'un poème de Prévert qu'on apprend souvent à l'école primaire et qui raconte en gros l'histoire suivante. Un maître fait réciter à ses élèves une table de multiplication, 2 x 2, 4 x 2, 8 x 2, 16. Répétez, dit le maître. Et les élèves, pendant ce temps-là, eh bien, même s'ils répètent machinalement ce que le maître leur dit, ils s'évadent. Ils pensent à toute autre chose. Ils sont en train de voler avec les oiseaux. Ou, Voilà. Eh bien, c'est d'une manière peut-être un peu schématique ce que Sartre veut nous dire lorsqu'il définit le pour soi, qui est le mode d'être de la conscience, par opposition à l'en-soi, qui lui est fixe, immobile, identique, qui ne change pas et qui caractérise les choses. Les choses. Mais alors, si je peux annuler mentalement le monde par le pouvoir de l'imagination, etc., cela veut donc dire que je peux me dégager du réel pour créer du nouveau, en quelque sorte. Je peux aussi d'ailleurs le faire non seulement par l'imagination ou par le rêve, mais par l'action. Ce n'est pas Sartre, mais c'est Hegel qui prend ainsi l'exemple d'un enfant qui jette un caillou dans l'eau et qui s'émerveille de produire des cercles concentriques autour de l'eau en se disant « j'ai changé le monde. Avant que je jette ce caillou, l'eau était plate, merci. Maintenant, il y a des cercles qui se sont formés à la surface. » Et donc, être soi pour une conscience, c'est toujours pouvoir, dans le vocabulaire sartrien, se nier. Entendons par là, se changer, se modifier. En d'autres termes, chercher à être soi pleinement, au sens de l'en-soi, au sens où je voudrais coïncider pleinement avec moi ou avec soi,
cela reviendrait à se chosifier, à se transformer en chose, à se réifier, comme on dit un peu pompeusement quand on veut paraître savant, on veut faire le cuistre. Et du même coup, on se transformerait, oui, en une sorte de chose qui serait une fois pour toutes ce qu'elle est. Ce qui, justement, n'est pas possible en raison du pouvoir de la conscience. Et Sartre va même plus loin en disant que celui qui prétendrait être soi au nom d'une exigence d'authenticité, de sincérité, moi je ne changerai pas, je serai toujours le même, celui-là, dit-il, fait preuve finalement de mauvaise foi. Je le cite. Dans cet idéal de sincérité, il faut que l'homme ne soit pour lui-même que ce qu'il est, en un mot, qu'il soit pleinement et uniquement, on a envie d'ajouter et définitivement, ce qu'il est. Mais n'est-ce pas, conclut Sartre, la définition de l'en-soi, c'est-à-dire des choses, du mode d'être des choses. Ce n'est donc ni de l'extérieur, on l'a vu avec Pascal, ni de l'intérieur, on vient de le voir avec Sartre, que l'on peut définir être soi. De l'extérieur, on n'en a qu'une apparence, que des masques. On n'atteint pas ce qu'est la conscience pour soi. Et si on cherche à atteindre de l'intérieur un être soi forcément identique à lui-même, forcément figé, eh bien, on le fixe dans le mode d'être de l'en-soi, qui n'est pas celui de la conscience, mais des choses. Nous voilà donc face à ce qu'on pourrait appeler une aporie, c'est-à-dire une difficulté dont nous ne savons pas très bien comment sortir. Mais peut-être que l'échec de notre recherche de ce qu'est l'identité personnelle vient de ce que nous avons procédé à une approche différenciative, par différenciation. Être soi, dans cette perspective, nous l'avons vu, c'est être singulier, être unique, être différent des autres. Mais il y a une autre manière de considérer être soi, du point de vue, nous l'avions vu dans l'introduction, non plus de la singularité, mais de la permanence. Pour fixer et préciser cette distinction, je vais reprendre les termes de Paul Ricoeur, c'est un philosophe contemporain qui est mort en 2005, et qui, dans ce livre, Soi-même comme un autre, a distingué ipse, ce qu'il appelle l'ipséité, ipse, être soi, unique, singulier, et idem, être le même. Dans ce second cas, qui va nous intéresser maintenant, mon identité est alors constituée par ma continuité dans le temps, par la permanence de ce que Ricoeur appelle un néologisme, ma mêmeté, la mêmeté, par le fait que je suis et demeure la même personne. Explorons donc maintenant, si vous le voulez bien, ce second aspect. Et pour cela, je vais commencer par deux anecdotes antiques, enfin, qui nous ramènent à l'Antiquité. La première, assez connue, est celle du vaisseau de Thésée, qui avait été conservé à Athènes, puis réparé pièce par pièce, tout en conservant sa forme originelle. Ce qui fait qu'à la fin, il ne subsistait plus aucune pièce d'origine du bateau, mais il avait toujours la même forme, le même aspect. Et du coup, les Athéniens se demandaient, est-ce qu'il s'agit bien du même vaisseau ou non? Certes, il a la même forme, il est identique à ce qui était au départ, mais il n'y a plus rien de départ, il n'y a plus rien des pièces initiales. Il a été complètement refait. Dans le même esprit, mais sur un mode plus plaisant, un poète du 5e siècle avant Jésus-Christ, alors je ne sais pas si on doit prononcer épicarme ou épicharme, la prononciation du grec est assez incertaine. Enfin bon, donc ce poète épicharme nous a livré l'anecdote suivante qui a été rapportée par le doxographe Diogène Laërce. Soit un débiteur et un créancier. Et sur l'agora, le créancier rencontre par hasard son débiteur et lui rappelle qu'il lui doit 100 drachmes, par exemple,
certaine somme d'argent. Ah oui, fait le débiteur. Mais en fait, ce n'est pas à moi que vous les avez empruntés, qui vous les a empruntés, pardon. Car celui qui vous les a empruntés était un autre. Je ne suis plus celui-là, j'ai changé, donc je ne vous dois rien. Je ne suis pas engagé. On peut toujours essayer, de nos jours encore, procéder de la sorte. Je ne garantis pas le résultat, et d'ailleurs, vous allez voir qu'il y a une certaine morale. Le créancier ne se fâche pas, très bien, et l'invite à dîner pour le lendemain. Le débiteur se présente donc revêtu de son plus beau costume le lendemain soir, prêt à se délecter d'un excellent repas. Mais à ce moment-là, il se fait rosser d'importance par les valets du créancier, qui lui fait valoir qu'en effet, autre était celui qui l'avait invité, autre est maintenant celui qui le fait battre par les valets. Voilà, petite anecdote qui montre que finalement, mieux vaut rembourser ses dettes et éviter de faire valoir ce genre d'argument. Je l'ai d'ailleurs essayé avec mon banquier, ça n'a pas mieux marché. Bien. Alors, bon, au-delà de ce caractère plaisant, quelles leçons pouvons-nous tirer en fin de compte de ce casse-tête logico-métaphysique, si je puis dire? Je suis content de cette formule. Chercher longtemps. Bien. Alors, premièrement, être soi, disons-nous, c'est rester le même. Mais est-ce que quelque chose de soi reste lorsque le temps passant change tout ce dont on est constitué? Qu'ai-je par exemple de commun avec le bébé que j'étais au moment de ma naissance, ou même avec le jeune enfant qui effectue ses premiers pas et dont je regarde nostalgiquement la photo en disant « c'est moi ». Oui, moi je dis « c'est moi » parce qu'on me l'a dit. Mais si on m'avait montré la photo, par exemple, de mon frère en me disant « c'est toi », je me demande si j'aurais fait la différence. Probablement que non. Ça, c'est un problème logique. Mais il y a en outre un problème éthique. Si rien ne demeure, et on vient de le voir avec la comédie d'Épicharme, que peut alors signifier passer un contrat, s'engager, promettre? Ce sur quoi finalement repose la société. La promesse, par exemple. Alors la promesse, on appelle ça un acte de parole ou un performatif, comme disent maintenant les philosophes contemporains. C'est le philosophe anglais John Austin qui a introduit ce terme pour désigner le fait que, il appelle ça acte de parole ou performatif, pour désigner le fait qu'une parole, du simple fait d'être proférée, constitue un acte. Par exemple, quand je dis « je le jure », eh bien, l'acte de jurer est effectué simplement parce que je l'ai dit. Ce qui ne veut pas dire qu'en jurant, je dirai la vérité, mais c'est autre chose. En revanche, l'acte de jurer est fait. Même chose pour la promesse. Si je dis « je promets », par exemple, « je promets de vous faire cette conférence », la promesse est faite, même si elle n'est pas tenue. Donc, il faut distinguer, c'est pourquoi il appelle cela un acte de parole. Alors, la promesse engage finalement un triple rapport avec soi-même, puisque je l'ai effectué, avec un autre envers qui je me suis engagé, envers un autre ou des autres, bien sûr, puisque j'ai effectué une promesse, et enfin, avec le temps, avec la temporalité. Toute promesse présuppose la permanence de l'identité. On ne s'en rend pas compte, mais quand on dit « je promets », on sous-entend que finalement, on sera le même que celui qui l'a fait au moment donné. Il n'y aurait aucune valeur morale à aucune action si l'on ne pouvait imputer cette action à un agent responsable qui l'ait voulu et qui soit en mesure d'en répondre. Ce qui exige d'être en permanence le même, faute de quoi on retomberait dans les conséquences fâcheuses de la comédie d'Épicharme. Et donc, la morale, sans se présupposer de l'identité et de la permanence, s'écroulerait. Mais avec elle, la vie sociale également, puisqu'on ne pourrait plus alors avoir aucune confiance envers celui qui s'est engagé envers nous.
Être soi, c'est donc bien être et demeurer quelque chose. Quelque chose qui perdure, quelque chose qui dure dans le temps. Oui, mais quoi? Alors, tout d'abord, sur le plan logique, il faut qu'il y ait quelque chose qui demeure pour que l'on puisse simplement dire que quelque chose de cette même chose a changé. Si vous dites, par exemple, que vous avez changé, vous ne pouvez le dire que sur la base d'un élément fixe qui, lui, n'est pas changé. C'est par relation, par rapport à cet élément, qu'on peut simplement mesurer le changement. Il faut qu'il y ait en quelque sorte un observateur fixe de soi-même qui ne change pas et qui observe tous les changements qui l'affectent. Mutatis mutandis, changeons ce qui peut être changé, ça me fait penser à une nouvelle du grand conteur argentin, alors je vais tâcher de prononcer son nom correctement parce que je ne suis pas hispanophone, Jorge Luis Borges, qui s'appelle l'Aleph. Alors dans cette nouvelle fantastique, le héros, Carlos Daneri, a découvert qu'à partir d'un point secret qui se trouve dans sa cave, il pouvait observer l'ensemble de l'univers ainsi que ses transformations. Alors, il faut qu'il se... C'est une nouvelle tout à fait fantastique, hein, évidemment. En s'allongeant dans une certaine position et en fixant du regard la 19e marche de l'escalier. Pas la 18e ni la 20e, la 19e. Vous pouvez, à partir de ce point fixe, en fixant ce point plus exactement, voir ainsi, je ne sais pas, la construction d'un immeuble dans le Queensland ou bien des travaux de déforestation en Amazonie. Bref, observer l'ensemble du monde. Bon, eh bien, c'est la même chose en quelque sorte avec le problème de l'identité. Si tout en moi a changé, il faut néanmoins qu'il y ait quelque chose qui demeure pour que je puisse tout simplement dire que ça a changé. Voilà, d'ailleurs, il n'est même pas besoin de le démontrer, il suffit de le penser, parce que penser le contraire, je ne suis pas ce que j'étais, serait une contradiction dans les termes. Une contradiction. Me penser autre est tout aussi impossible que me penser mort, comme le faisait observer Freud dans les considérations actuelles sur la guerre et sur la mort. Un texte de 1915, évidemment, c'est une époque où la question de la mort se posait de manière cruciale et où il disait qu'on ne peut pas se penser mort. Essayez de vous représenter ou de vous imaginer mort, il y aura toujours quelque chose, j'allais dire, de vivant. Freud écrit « Notre propre mort ne nous est pas représentable et aussi souvent que nous tentons de nous la représenter, nous pouvons remarquer qu'en réalité, nous continuons à être là en tant que spectateurs. Nous nous observons morts. C'est évidemment une position d'extériorité qui fait que nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas penser notre propre mort. Et nous ne pouvons pas de la même façon nous penser autre. C'est d'ailleurs ce qui amenait Freud à conclure qu'au fond, personne ne croit à sa propre mort. Et je crois, là je parle sous le contrôle du psychologue, que pour l'inconscient, la mort n'existe pas. C'est donc par la pensée que l'on est soi et par l'appartenance de toutes les pensées passées et présentes à une seule source, le moi, que l'on est soi. C'est ce qu'on appelle précisément une substance. De même que le fameux morceau de cire de Descartes, qui rappellera peut-être des souvenirs à certains d'entre vous, donc c'est un morceau de cire dont Descartes se demande ce qu'il est, qu'est-ce qu'il constitue, qu'est-ce qui fait qu'on peut dire que c'est le même. Et pour cela, il l'approche du feu et il constate que toutes les qualités sensibles du morceau de cire disparaissent. Sa couleur se change, il n'est plus blanc, il était dur, il ne l'est plus, il rendait un certain son, il ne rend plus aucun son, il avait une saveur, sa saveur s'exhale, dit-il, et il avait une odeur, il a perdu son odeur. Donc toutes les qualités sensibles ont changé. Pourtant, c'est la même cire.
Qu'est-ce qui peut me permettre de dire que c'est la même cire? Qu'est-ce qui demeure de cette même cire? La réponse de Descartes, c'est une certaine étendue. C'est ce qu'il appelle la substance étendue. C'est l'étendue qui reste de la cire. Peut-être plus la même étendue, mais il y a de l'étendue. Eh bien, de la même façon que c'est l'étendue qui constitue la substance du morceau de cire, ce qui va constituer la substance de l'homme, c'est la pensée. C'est ce qu'il appelle la res cogitans, la pensée, qui fait qu'au travers de toutes les modifications que je peux subir, ce qui reste, c'est que je suis une pensée, ou plus exactement, une chose qui pense. Une chose qui pense, c'est-à-dire qui doute, qui entend, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui imagine et qui sent. Ça, ce sont les modes différents de la pensée. Mais ce qui demeurera de moi, malgré toutes les modifications qui peuvent, dans mon existence, m'affecter, c'est que je pense. Et donc, finalement, la permanence du moi et mon identité serait assurée par la pensée. Et en répondant à des objections qu'un philosophe anglais contemporain, Hobbes, lui avait faites, Descartes précise ceci: il est certain que la pensée ne peut pas être sans une chose qui pense, et en général, aucun accident ou aucun acte ne peut être sans une substance de laquelle il soit l'acte. En d'autres termes, les accidents, c'est-à-dire les modifications dont chaque être est affecté, tout cela suppose la permanence d'une substance, d'un support, si vous voulez, qui, elle, demeure et lui sert de soubassement fixe et immuable. Si vous voulez, pour prendre une comparaison grossière, on pourrait imaginer, mais c'est très grossier comme comparaison, une maison qu'on aurait démolie et rebâtie au même endroit. Ben, ce qui resterait, c'est son fondement, c'est le sous-sol sur lequel on aurait rebâti notre maison. Mes pensées, le contenu de mes pensées peut certes changer, et change même. Je ne pense plus la même chose qu'il y a 10 ans, et peut-être que dans 10 ans, je penserai encore autre chose. Le contenu de mes pensées peut changer, mais ce qui reste, c'est la pensée en tant que substance, et qui est le support, le soubassement de toutes mes pensées dans leur diversité. Donc, Descartes nous propose une solution à la question du moi et de la permanence du moi dans l'identité. Est-ce que pour autant cette solution est satisfaisante? Ben, c'est très contestable, et au fond pour les mêmes raisons que celles qui faisaient qu'on ne pouvait pas définir le moi par la singularité. D'une part, parce que, comme on l'a vu avec Pascal, si chacun est substantiellement soi, au-delà de toutes les modifications qui l'affectent dans sa vie, chacun n'a de soi-même que la substance pensante, considérée de manière générale et abstraite, c'est-à-dire la même pour tous. Nous avons tous une même pensée. Enfin, notre contenu de pensée, nos contenus de pensée seront différents, mais nous disposons tous de la même, si vous voulez, capacité de penser. Si c'est cela qui reste, cela ne peut être qu'une même substance, en quelque sorte. Et donc, on pourrait dire, en d'autres termes, que chacun n'est et ne demeure le même qu'à la condition d'être la même substance que les autres. Donc, pourtant, ce qui est absurde, puisque nous sommes, nous le savons bien, différents les uns des autres. Si on pousse ce raisonnement à bout, de deux choses l'une. Ou bien il faudrait considérer que tous les hommes ne forment essentiellement qu'un seul homme. Ce que d'ailleurs parfois Borges a suggéré, mais évidemment de manière poétique. Ou bien alors, il faut, pour maintenir l'altérité des individus, renoncer à l'idée de substance. En second lieu, parce que, comme on l'a vu cette fois avec Sartre, chacun n'est soi, c'est-à-dire ne demeure soi qu'à la condition de se penser comme quelque chose, en l'occurrence une chose pensante. Mais alors, si nous sommes une chose pensante, nous nous figeons dans ce qu'il appelle l'en-soi, dans le mode d'être d'une chose immobile et fixe. Être soi,
ce n'est donc pas être une substance. Je vais tâcher de me dépêcher un petit peu parce que je vois que le temps passe. Alors, cette critique, hein, ce refus de la substantialisation du moi a été émise presque après la mort de Descartes d'ailleurs par la philosophie empiriste. Alors, ce sont en général des philosophes anglais, hein, pas exclusivement mais anglais, en tout cas à cette époque, et l'empirisme, c'est une doctrine qui pense que le fondement de la connaissance, c'est l'expérience. Et pour les empiristes, évidemment, cette notion de substance n'a pas de réalité. Cette notion de substance n'est pas susceptible d'engendrer l'idée du moi. J'ai dit que l'expérience sensible, donc les perceptions ou les impressions, sont pour les empiristes la source de la connaissance. Mais ce qui caractérise précisément les impressions ou les perceptions, c'est leur caractère variable et non pas leur invariabilité. Pour moi, écrit Hume, donc c'est dans le traité de la nature humaine, pour moi, écrit Hume, quand je pénètre au plus intime de ce que j'appelle moi-même, c'est toujours pour tomber sur une perception particulière ou sur une autre. Une perception de chaud ou de froid, de lumière ou d'obscurité, d'amour ou de haine. Je ne puis jamais arriver à me saisir moi-même sans une perception. Hume, nous comprenons bien, on arrive alors à refuser l'idée de substance qui soutiendrait mon être en permanence. Puisque sans perception, le moi n'est plus rien, et par définition, nos perceptions sont changeantes et variables. Problème, cependant, personne n'a le sentiment de vivre une suite de perceptions ou d'impressions successives et discontinues. Si le moi substance est une fiction, qu'est-ce qui fait que j'ai au contraire le sentiment d'une continuité entre le passé et le présent, entre hier et aujourd'hui? Or, cette continuité semble être rompue si on considère que je ne suis qu'une succession ou qu'une collection de perceptions et d'impressions. Alors, pour répondre à cette objection, Hume fait valoir que nous sommes ainsi faits. Nous sommes faits de telle sorte que la diversité des impressions produit sur nous le même effet que leur identité. La relation, écrit-il, la relation que nous effectuons d'une perception à une autre ou d'une impression à une autre, la relation facilite la transition de l'esprit et rend son passage aussi égal que s'il contemplait un seul objet continu. C'est donc finalement une thèse naturaliste. Nous sommes faits de telle façon que nous ne pouvons que croire à l'identité et à la permanence du moi. En d'autres termes, pour Hume, premièrement, tout ce dont nous sommes faits est variable et discontinu, c'est-à-dire la série de nos perceptions, de nos impressions successives. Mais deuxièmement, on pense, car ces impressions se succèdent et se ressemblent. Par exemple, quand je tourne la tête, je vais certes avoir des perceptions différentes, mais avoir un sentiment de continuité et de succession. Donc, comme j'éprouve ce sentiment, eh bien, nous en concluons qu'il y a quelque chose qui demeure, qui est invariable à travers tous ces changements, et c'est précisément ce qu'on appelle une substance. Alors ça, c'est la réponse de Hume, mais ne paraît peut-être pas très convaincante. Alors, c'est pourquoi, avant lui, et d'une manière qui l'est peut-être davantage, un autre philosophe anglais et empiriste, John Locke. Donc Locke, c'est un philosophe du XVIIe siècle, dont je vous ai effectivement distribué un texte. Voilà. Locke a montré que l'identité des personnes, ce qu'il appelle l'identité des personnes, n'est en rien une identité substantielle, c'est-à-dire l'existence d'une même chose considérée dans le temps. Pourquoi? Eh bien, parce qu'une personne, nous dit-il, c'est à la 3e ligne du second texte que je vous ai distribué,
peut se consulter en soi-même comme le même, comme une même chose qui pense en différents temps et en différents lieux. En d'autres termes, point n'est besoin pour autant du concept de substance. On ne considère pas si le même soi est continué dans la même substance ou dans diverses substances. Ce qui va alors assurer la continuité du moi, si vous voulez, ou l'identité personnelle, ce n'est pas une substance quelconque, c'est l'ensemble contingent des souvenirs d'une personne, c'est-à-dire finalement, même s'il n'emploie pas ce mot, ce que nous appelons la mémoire. Il ne l'emploie pas, mais vous le voyez, il le sous-entend. Aussi loin, c'est la dernière phrase, aussi loin que cette conscience peut s'étendre sur les actions ou les pensées déjà passées, aussi loin s'étend l'identité de cette personne. Le soi est présentement le même qu'il était alors. Et cette action passée a été faite par le même soi que celui qui se la remet à présent dans l'esprit. Autant dire qu'il en a la mémoire. Il n'emploie pas le terme, mais l'idée est là. En d'autres termes, donc, justement, je ne suis pas quelque chose qui demeure dans le temps, comme une substance demeurerait sous ses modifications, mais je rapporte à un même moi toutes les actions et tous les souvenirs dont j'ai la mémoire. C'est donc la mémoire qui assure la continuité entre celui que j'étais et celui que je suis maintenant. Et pour confirmer cela, on ne sera pas étonné de la réponse que Locke a fait à un apologue que lui avait soumis, alors je ne sais plus si c'était un abbé ou un évêque, du nom de Butler, et qui est connu sous le nom de l'apologue du prince et du savetier. Il s'agit d'un prince dans lequel on a transposé le corps d'un savetier, tout en lui conservant sa mémoire de prince, ou la mémoire de sa vie princière. Et Butler demande à Locke, qui est-il ? Est-il le prince qui se souvient d'avoir été, ou le savetier que tout le monde peut observer, puisque c'est tel un savetier qu'il apparaît aux yeux des autres? Vous ne serez pas surpris de la réponse de Locke. Pour lui, évidemment, il est cohérent avec lui-même, le prince, puisqu'il a la mémoire du prince. Cela dit, des philosophes ultérieurs, et justement Paul Ricoeur, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ont conclu qu'en fait, en réalité, le cas était indécidable. On ne peut pas décider, on ne peut pas savoir, bon, de toute façon c'est un apologue évidemment fictif, s'il est le prince ou s'il est le savetier. Pourquoi ? Eh bien, par exemple, comment la mémoire du prince la mémoire du prince ne va-t-elle pas agir sur le corps du savetier en lui imprimant certains gestes, certaines habitudes, certaines même inflexions de la voix, notre voix nous est aussi transmise par notre mémoire, dont il avait précisément l'habitude. Et réciproquement, les postures physiques du cordonnier, les mouvements de son corps vont affecter sa mémoire. Donc on ne peut pas séparer aussi nettement que le faisait Locke la mémoire et le corps. Et donc, Ricoeur en conclut, je le cite, « Ce qui est devenu problématique après Locke, c'est la possibilité de distinguer entre deux critères d'identité, l'identité dite psychique et l'identité dite corporelle, comme si l'expression de la mémoire n'était pas un phénomène corporel. » Comme si l'expression de la mémoire n'était pas un phénomène corporel. Donc ça, c'est une première objection qu'on peut faire à Locke. Et puis il en est une seconde plus simple et plus évidente, mais qu'il faut quand même formuler. Suspendre l'identité au seul témoignage de la mémoire, c'est peut-être oublier, si l'on ose dire, que la fragilité de la dite mémoire, qui est sélective, partielle, variable, évolutive. Bon, une expérience toute simple que j'ai faite plusieurs fois nous le confirme. Quand on regarde un même film à différentes reprises,
on est souvent frappé de se dire « Tiens, mais j'étais persuadé que ce personnage entrait par la porte de gauche, alors qu'il entre à droite. » Ou bien qu'il n'avait pas cette apparence-là. Enfin bref, etc. Donc on voit bien que la mémoire, même la mémoire immédiate, est quelque chose de fragile. Et puis tous les témoignages des personnes à qui on demande précisément de témoigner montrent bien cette fragilité. Conclusion sceptique. Il n'y a donc rien de permanent qui soit le soi. Pas plus qu'on ne pouvait définir ce qui fait que chacun est soi dans sa singularité, pas plus on ne peut le définir dans la permanence de son identité. Être soi est donc, me semble-t-il, indéfinissable. Mais cette aporie nous conduit-elle à dire que l'idée d'être soi n'est rien, que ce n'est finalement qu'un mot qui n'a pas de sens, un mot vide de sens que l'on emploie par facilité ou habitude. Je ne le pense pas non plus, et je pense que justement, en dépit de l'aporie à laquelle nous sommes arrivés, nous pouvons en tirer quelques leçons positives. Tout d'abord, si être soi n'est pas définissable, c'est peut-être que le moi est une forme sans contenu fixé d'avance. Je veux dire par là que rien de ce qu'on a été ne prescrit impérativement d'être maintenant ceci ou cela et réciproquement. C'est d'ailleurs ce qu'on peut appeler la liberté, pour le meilleur et pour le pire. Je dis pour le pire parce que me revient en mémoire une anecdote que j'avais entendue raconter par le psychanalyste Gérard Miller lors d'une conférence à laquelle j'assistais il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Et c'est pas du tout recommandable, hein, mais voilà l'anecdote. Il évoquait le cas d'un jeune père de famille qui se rend à la maternité où son épouse vient d'accoucher. Donc il est tout heureux, il embrasse l'enfant, puis il repart pour se rendre chez lui, et il circulait à vélo. Vous avez dit Gérard Miller, ça m'avait frappé, mais ça n'aurait rien changé s'il avait été en voiture. Mais enfin. Et des gens le voient qui repart en vélo, sauf qu'au lieu de retourner chez lui, il passe devant sa maison et il continue, et il disparaît. On ne l'a pas. Alors, comme je vous disais, ce n'est pas du tout recommandable, mais ça illustre bien cette idée que nous ne sommes pas déterminés, que nous pouvons prendre des décisions, même incohérentes, même inattendues, à tout moment. Donc c'est peut-être une première réponse. Une seconde réponse, peut-être plus radicale, c'est que si être soi, ce n'est pas un état déterminé, c'est en revanche l'effet de ce qu'on pourrait appeler des identifications constituées. Cette identification est peut-être d'abord le simple fait du langage. Après tout, être soi, c'est alors être capable de dire et de penser « je » ou « moi ». C'est ensuite la conséquence nécessaire de nos relations avec autrui. Être soi, c'est aussi être le père ou la mère de, le fils ou la fille de, le frère ou la sœur de, l'ami de, le collègue de, etc. Bref, nous sommes pris dans un jeu de relations sociales auxquelles il nous faut bien répondre et qui définit précisément notre place dans une société donnée. Et puis enfin, pour certains du moins, il arrive qu'être soi, ce soit aussi le fait de l'histoire. Après tout, être soi, ça peut être le roi ou le maître, ou s'y prendre, ou s'y croire. Bref, cela montre en tout cas, et je conclurai sur cette notation, qu'être soi, c'est avant tout une exigence qui donne sens à une promesse, à un engagement, à la justice également. Cette exigence ne vient pas de moi, elle vient de ce qui nous fait être, et justement ce qui nous fait être, c'est le langage, c'est la société, c'est l'histoire, par lesquelles chacun n'est soi-même que parce qu'il vit en communauté avec d'autres. Je vous remercie sincèrement et vivement de votre attention. Je vous propose dans un premier temps de répondre à d'éventuelles questions
Et dans un second temps, le plus important, de vous rendre derrière à l'endroit où une collation amicale vous sera proposée. Mais s'il y a des questions, des interventions, des remarques, auxquelles je pourrais éventuellement répondre. Oui, Florence? J'ai raté l'introduction de ton propos. Du coup, je ne sais pas si comment tu distingues le moi de la conscience. Comment je distingue le moi de la conscience? Bah, justement, en fait, si tu entends par la conscience, au sens de Descartes, une substance, c'était le sens de la deuxième partie. Dans la première partie, j'avais défini le moi comme singularité, comme unicité. En fait, je me suis appuyé sur une distinction qui a été faite par Ricoeur entre un moi unique et singulier et un moi qui serait synonyme de mêmeté, de permanence ou d'identité. Donc, si tu veux, la réponse à ta question, je dirais que c'est la deuxième partie du texte, c'est-à-dire si on entend par la conscience une substance, hein, ce que fait Descartes, cette conception, cette définition de la conscience comme substance pose problème et nous conduit à une aporie parce que ce ne pourrait être qu'une substance abstraite, la même pour tout le monde, qui nous interdit de penser notre singularité, que nous soyons tous des êtres différents. C'est du moins ce que j'avais voulu montrer dans la deuxième partie. Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à ta question. Non, ça... Alors effectivement, le moi dont il est question, ce n'est pas le moi des psychologues et en particulier de la psychanalyse. Hein. Ce n'est pas le moi comme ce médiateur entre le ça et le surmoi. Hein. Là, c'est un moi. C'est un moi substance, mais qui pose des problèmes et qui a été rejeté par les empiristes, par Jung, et qui a été l'objet des critiques que j'avais émises. Une question, Héloïse? Tu parlais de la question de la promesse, de l'engagement, etc. Qui montre que finalement il y a quand même une permanence de l'identité, sinon la promesse n'aurait pas de sens. Ça soulève aussi la question de la responsabilité morale et juridique. Est-ce qu'on peut être jugé pour un crime qu'on a commis il y a 20 ans je ne sais pas exactement ce que dit la loi sur la question, mais je crois qu'il y a des crimes qui sont prescriptibles au bout d'un certain temps. Oui. Est-ce que ça peut justifier Il y a des crimes imprescriptibles. Alors c'est ça. Il y a... Alors là, c'est effectivement plutôt un problème juridique, mais qui repose sur une option philosophique et en effet qui revient à considérer, dans le cas de... Lorsque l'action, comme on dit, de la justice est éteinte, dans le cas de crimes non pas imprescriptibles mais prescriptibles, que l'on puisse avoir changé, et ça remet en cause en effet l'idée d'une identité permanente. On peut imaginer que le criminel qui, dans son jeune âge, a pu commettre un acte délictueux ou criminel précisément, puisse 20 ans plus tard ne puisse plus être le même. Mais ça ne vaut pas pour des crimes plus graves, dans ce cas-là reconnus comme imprescriptibles. Alors maintenant, mais là, j'avoue que je n'ai pas la réponse. Quelle est la justification du délai prescrit? Pourquoi, par exemple, 10 ans et non pas 12 ou 15? Bon, je pense que ça dépend sans doute de la nature du livre. Et puis aussi peut-être parce qu'il y a peut-être tout simplement des raisons techniques qui font qu'on ne peut pas mobiliser éternellement des enquêteurs pour rechercher des criminels anciens. À mon avis, là, il y a plus une justification, mais ce n'est qu'un avis personnel, pour lequel je n'ai pas de réponse ferme. À mon avis, ça repose uniquement sur une convention juridique, je pense.
Parce que sinon, on ne voit pas pourquoi ce serait au bout de 10 ans plutôt que 12 ou que 8. Mais ça ne vaut pas effectivement pour des crimes. Contre l'humanité. Par exemple, les crimes contre l'humanité qui, eux, sont imprescriptibles pour cette raison même, parce qu'ils mettent en cause l'humanité elle-même. Et j'avais aussi une question par rapport à Sartre, dont on a parlé dans la première partie de l'exposé, mais il remet aussi complètement en question l'idée d'une identité permanente, puisque pour lui, en fait, notre identité, on la construit à travers nos choix, à travers nos actions. J'avais d'ailleurs Sartre en fin lorsque j'ai évoqué la question de la liberté, sans le citer. C'était effectivement à Sartre que je pensais implicitement, puisque pour Sartre, dans une formule célèbre, l'existence précède l'essence. Nous ne sommes pas constitués par une essence préalable, à la différence de l'objet. Dans le cas du bout de papier, qui préexiste avant même d'être fabriqué dans l'esprit de l'industriel qui va le fabriquer. En revanche, chez l'homme, l'existence précède l'essence, c'est-à-dire que je ne suis pas déterminé dès ma naissance à être ceci ou cela, à être un salaud ou pas, j'emploie le mot de salaud, c'est Sartre le fait lui-même, à être... mais je ne suis pas davantage prédisposé à être un saint. C'est uniquement par mes projets que je suis à tout instant capable de modifier, de remettre en cause. Vous voyez, parfois même de manière tout à fait stupéfiante, comme dans l'exemple qu'avait rapporté Gérard Miller et que j'ai cité tout à l'heure, je ne suis pas donc, disais-je, déterminé à être ceci ou cela. C'est par mes projets et par mes actions, par mes choix dans la vie, que je pourrais par la suite avoir une essence et être ceci ou cela, mais pas au préalable. Et là où je viens intervenir, c'est Gaston Bachelard qui nous dit que nous ne sommes que la somme des instants de notre passé, mais des passés aussi transgénérationnels. C'est-à-dire qu'effectivement, nos choix sont prédéterminés par notre vécu antérieur, par notre vécu du passé transgénérationnel. Donc on ne peut aller vers des éléments que parce qu'on a été induit par notre environnement social et affectif. Là, on n'a pas relié. C'est pour ça que je ne suis pas intervenu, parce que tu n'as pas développé le côté affect. Non, c'était pas une question de temps. L'affectif, le côté affect, le côté pulsionnel nous est induit par le transgénérationnel. Donc on est plus ou moins prédéterminé par notre naissance. Tout est dans le plus ou moins. Tout est dans le plus ou moins. Oui, qu'il y ait une part de déterminisme, je crois que personne, même Sartre, ne le nierait pas. Bien qu'ils disent que le déterminisme est une conduite de mauvaise... Oui, oui, je vois bien d'où tu parles, comme on disait naguère. Mais moi, j'avoue que j'ai du mal à admettre, plutôt, c'est presque une exigence morale, éthique en un sens, à admettre qu'on soit entièrement déterminé, au nom justement de la liberté. Mais ça n'exclut pas qu'il y ait naturellement une part de déterminisme. Le nier ne serait pas très sérieux. Mais comme tu dis, tout est dans le plus ou moins. Parce que si on refuse, si on admet complètement ce déterminisme, la conséquence qui saute aux yeux, c'est précisément sur le plan éthique l'irresponsabilité. Si je suis entièrement déterminé, je ne suis plus responsable de rien. Je ne peux plus répondre de mes actes. Oui. On n'a plus de mérite à devenir médecin. La notion de blâme et de mérite n'ont plus de sens. Voilà, les notions de blâme et de mérite n'ont plus de sens. Or, quitte à ne pas pouvoir le démontrer, il me semble qu'on peut maintenir comme une exigence, d'ailleurs c'est pour ça que j'avais terminé par cette idée d'exigence, l'idée que nous ne soyons pas soumis à un déterminisme intégral comme le sont les choses ou les animaux. Oui, Annie? Moi, je voulais poser une question à propos du soi. Aux États-Unis, les gens ont le droit de changer d'identité. Une personne qui a fait une bêtise dans sa vie, je ne dis pas un crime, mais une bêtise, on va dire, assez sérieuse. Elle va dans un autre État, elle change de nom, elle change de métier, elle est toujours elle-même. Mais elle va peut-être plus du tout avoir le même comportement ni le même objectif de vie que la personne qu'elle a été ailleurs avec un autre nom. Oui. C'est comme les transsexuels.
Non, je parle pas des transsexuels. Non, je dis, c'est comme. Ah oui, oui, tout à Comme. fait. Tout à fait. Alors, à partir C'est de toujours là, la même. est-ce que c'est toujours la même personne? Est-ce qu'elle est quelqu'un d'autre? Et comment elle peut elle-même s'y retrouver Ouais. Bah, dans ce qu'elle est? j'ai envie de dire qu'on retrouve, d'une certaine manière, la fable du prince et du savetier. Hein. Oui, mais alors, Et tu as parlé du prince, mais le savetier, lui, est-ce qu'il se sent prince? Bah, la question se posait dans cet apologue du point de vue du prince, puisque c'est au prince que l'on a Oui. mis le corps du savetier. Et Oui, donc, mais le savetier, il a forcément l'habit du prince après, non? C'est pas non, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. Aux yeux de tous, il apparaît comme le savetier. Et alors là, effectivement, tu poses un problème redoutable qui est celui de l'adéquation entre celui que je suis ou que je me sens être, et c'est pour ça que la question de la transsexualité est intéressante, et, oui, et celui que je parais aux yeux des autres. Et entre les deux, il y a certainement une dialectique assez difficile à résoudre qui se noue. Il y a une tension, en tout cas, il y a une tension qui fait qu'on peut conclure à une certaine indécidabilité, comme disait Ricoeur. Oui, Madame Bevinetto. Si on imagine que la question de l'identité personnelle du moi est liée à la mémoire, comment on peut envisager le cas d'un amnésique? Ben c'est exactement l'objection que j'ai faite à Locke, hein, en disant que la mémoire est fragile. Alors, un amnésique total, ou quelqu'un qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, au dernier point, cette personne-là a-t-elle encore une identité? Oui, oui. Juste, excusez-moi, mais dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, très souvent, la personne se prend pour un autre, ou alors elle pense qu'elle a 12 ans, elle pense... Voilà. Dans le cas d'un amnésie, j'ai pas le sentiment que ça se passe comme ça, ou en tout cas, dans les expériences que j'ai pu en avoir à travers des documentaires, des faits de l'actualité, l'amnésique, il se projette. Enfin, c'est pas une projection, mais quand on a affaire à une personne qui est atteinte d'Alzheimer, par exemple, moi, mon père avait Alzheimer il y a encore quelques semaines, quelques mois, et disait tiens, je m'en vais, excuse-moi, parce qu'il y a ma mère qui m'appelle, il faut que j'aille manger, bon voilà. Ou il se prenait pour notre cousin, ou bref, Mais, donc j'ai l'impression que l'amnésique, il se met dans une autre identité en quelque sorte, même si c'est pas conscient. Mais l'Alzheimer, oui. L'amnésie. Ben souvent, je n'ai pas de témoignage direct, j'ai simplement vu, comme vous, des documentaires ou des films qui mettaient cette situation en scène. D'abord, on observe que l'amnésique, j'entends quelqu'un qui aurait complètement perdu la mémoire, est en quête de son identité. Il sent bien qu'il faut ce qui là semblerait plutôt aller dans le sens de Locke, en disant que c'est bien finalement notre identité serait liée à notre mémoire. Il est indéniable que sans mémoire, je ne puisse plus avoir aucune identité. Mais d'un autre côté, c'est pourquoi là encore il n'y a pas de solution qui me paraisse tranchée, d'un autre côté, on sait bien que la mémoire est quelque chose, même sans être amnésique, hein, chacun d'entre nous, c'est que la mémoire c'est une construction. C'est une construction. C'est un choix entre certains. C'est un choix. Oui, c'est un choix. Alors la question est de savoir comment s'effectue ce choix, est-ce qu'il est toujours conscient ou pas, pourquoi je me souviens de telle chose et pas de telle autre. Il y a un autre élément qui est intéressant. C'est l'inconscient. Il y a un autre élément qui est intéressant, c'est l'autisme. Et là, je ne parle pas des Asperger, des autistes savants, je parle de l'autisme qui reste fixé. Et c'est nous, en tant qu'adultes, même s'ils sont adultes aussi, qui leur donnons un nom, qui leur donnons une identité. Parce qu'eux-mêmes sont incapables. J'y ai travaillé quand j'étais à la maison d'Héloïse.
ils sont incapables de s'identifier, de prendre conscience d'eux-mêmes. C'est nous qui, par le fait qu'on appelle des packs, c'est-à-dire qu'on leur met des linges, je dirais, chauds ou froids, qui leur donnons la possibilité de leur dire qu'il y a un intérieur et un extérieur. Sinon, eux-mêmes sont incapables de définir l'intérieur du corps et l'extérieur du corps. Et ils vivent dans un monde clos. C'est nous qui les nommons. C'est nous qui leur donnons une identité. Eux-mêmes sont incapables de se dire, si on ne leur dit pas qu'on est, qui s'appelle Claude ou Pierrette, ils sont incapables de se dire, je m'appelle Claude ou Pierrette. Puisqu'ils vivent dans un monde fermé. Mais d'une certaine manière, ce qui est vrai pour l'autiste est vrai pour tout un chacun. C'est pour ça que la société aussi, le jeu des relations sociales nous donne également une identité. Tandis qu'eux ne peuvent pas se nommer. Il n'y a aucune nomination de leur part. Par rapport à la mémoire, il y a quelque chose de très intéressant que j'ai lu récemment dans un numéro de Courrier International. C'est un ancien journaliste italien qui a eu un grave AVC, qui a été plusieurs mois dans le coma et qui s'est réveillé, mais totalement amnésique. Oui. Et il a retrouvé sa mémoire dans son ordinateur. C'est-à-dire qu'il s'est totalement, entièrement, c'est vraiment époustouflant de lire l'article, il a reconstitué sa mémoire en retrouvant ses fichiers sur son ordinateur et il a réappris les noms des gens qu'il connaissait par son carnet d'adresse dans son ordinateur. C'est très intéressant parce que ça montre précisément que la mémoire, c'est une construction. L'acte de mémoire est un acte intellectuel. C'est un choix. Je ne sais pas d'ailleurs dans quelle mesure on peut parler de choix parce que c'est pas toujours conscient, mais c'est une sélection. Et d'ailleurs, ce travail de sélection, là, je fais une petite digression, ce travail de sélection est vraiment nécessaire, car s'il ne s'opérait pas, nous ne pourrions plus penser. Sélectionner, c'est hiérarchiser des souvenirs ou des choses, c'est distinguer l'essentiel de l'accessoire. Et là, je pourrais vous renvoyer encore une fois à une autre nouvelle de Borès, Funès ou la mémoire, que tu dois bien connaître, Audrey, qui met en scène de manière hypothétique quelqu'un qui serait doué d'une mémoire fabuleuse et qui n'oublierait rien. Eh bien, cet être que Borges appelle Funès, il nous dit qu'il serait finalement incapable de penser, parce qu'il n'y aurait qu'une succession de détails dans son esprit omniscient, mais qu'il ne saurait pas classer, hiérarchiser, et que tout se vaudrait. Et d'une certaine manière, il serait, oui, incapable de penser. Penser, c'est trier, c'est abstraire, c'est sélectionner. Il y a un film qui est intéressant, il y a une série de films qui sont intéressants, qui sont des films policiers, un film policier qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est Les Blondes. Les Blondes. Joseph Bond, il est en quête de son identité. Je ne connais pas. Sans identité et ainsi de suite. Et il est en quête de retrouver son identité. On le voit à la fin du 4e ou 5e chapitre du film, tenter de retrouver son identité. Et tout le parcours des 5 films, c'est lui par rapport à ce qu'il a vécu avant, avec son amnésie. Par rapport justement, quand on étudie un petit peu des cas d'amnésie, en fait, on a le sentiment que dans l'inconscient collectif, la question de l'identité, elle est intimement liée justement à la mémoire, parce que et elle est intimement liée aussi au regard des autres. Dans le cas que j'ai, j'avais vu un reportage là, un soir sur une chaîne de télévision, donc qui évoquait le cas d'un homme d'une 50aine d'années qui sort de chez lui pour sortir la poubelle et qui ne revient pas. Bon, c'est une histoire d'il y a 3 ou 4 ans. Il ne revient pas. Donc sa femme l'attend, enfin bref. C'est un peu semblable à un exemple que je donnais de Gérard Miller. C'est un peu... Non, mais voilà. Alors, variante. Ensuite, quelques jours après, ce type qui est originaire d'un département de l'Est de la France se retrouve en fait à Paris, alors sans papier, sans rien bien sûr. Et bon, il avait entre-temps déposé sa poubelle. Il ne sait pas ce qu'il fait là, donc il va dans un commissariat de police.
et puis on l'interroge, et dans la conversation, on lui demande bon, il ne sait pas comment il s'appelle, en fait, il a perdu tous ses souvenirs, et on le fait parler, et le seul souvenir qu'il a, c'est le souvenir d'un prénom, Charles Élie. Donc, et en fait, bon, après, je ne sais pas comment, la police fait sa petite enquête et il a été identifié par le chanteur Charles-Élie Couture, avec lequel il a fait ses études à la fac de Strasbourg, je ne sais où. Et à partir de là, mais alors, le gars racontait que, bon, du coup, ils ont fait venir ce chanteur, Charles-Élie Couture, qui l'a reconnu. Il lui a dit salut, on était ensemble à la fac d'arts appliqués de Strasbourg, je ne sais pas quoi. Bon, donc à partir de là, la police a retrouvé la trace de sa famille, de son épouse, etc. Et en fait, le type n'a pas reconnu ni son épouse ni ses enfants. On lui montrait des photos, et quand il a été interviewé par les journalistes, 2 ou 3 ans après, donc il disait « J'ai retrouvé mon identité parce que ma femme me le dit, mes enfants me le disent. » Et en fait, il retrouve sa vie, il retrouve sa vie, on prend son travail, il prend son rôle de papa et d'époux. Oui. Mais j'ai retrouvé mon identité parce qu'on me dit que je suis moi. Bon, je trouve ça intéressant parce que... C'est l'entourage et la mémoire. Oui, et c'est la mémoire des autres, en fait, réellement. L'entourage et la mémoire. Ouais. Vous perdez la mémoire et vous êtes sorti du contexte, vous n'avez plus rien. Oui, mais là, ce que je trouve intéressant dans ce cas-là, c'est qu'en fait, il n'a pas retrouvé la mémoire, ce monsieur. Non, simplement, c'est la mémoire des autres forgé, et le regard des autres qui lui redonne une identité. Qui lui donne une identité. La question est de savoir si finalement il l'éprouve et vraisemblablement. Ça peut être à panier. Oui, Héloïse. Le regard des autres peut nous enfermer justement dans une image qui est fausse ou dépréciative. Oui. Donc ça peut être une aliénation aussi. C'est juste. Et la chose de leur regard, c'est pas seulement un reflet, c'est... Mais là, il y a plusieurs mémoires. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs mémoires. Il y a la mémoire sensorielle, la mémoire affective et la mémoire cognitive. Bien sûr. Et donc, s'il y a une des 3 mémoires qui disparaissent, je ne vais pas citer toutes les mémoires, c'est une des 3 mémoires disparaît, il reste les 2 autres. Si ces 3 mémoires disparaissent, il n'y a plus d'identité. Oui, c'est pourquoi cette identité, dans le cas qu'évoquait Madame Bevinetto, est une identité d'emprunt. Il accepte peut-être de l'endosser, mais... Dans l'histoire de Gérard Miller, il s'en va, mais bon, je connais assez bien Gérard Miller, il s'en va, mais parce que cet homme n'avait plus envie de prendre la responsabilité des 3 pères. Oui, certainement. Oui, on peut après coup trouver peut-être une explication, mais enfin... C'est très freudien, ça. Oui, ça c'est tout à fait réglé par la fuite de l'histoire de Gérard Miller. Je n'ai pas trouvé ça comme une blague. S'il vous plaît, il y a une question que je voudrais me poser. Bon, il y en a 2 qui bavardent là-bas. On parle du sujet. Oui, mais quelqu'un a demandé la parole auparavant, donc Audrey. J'avais en fait 2 questions à te poser. La première, vous avez parlé d'une autre pathologie qui est celle de la schizophrénie. Tu parlais donc tout à l'heure de Freud qui disait qu'on ne peut pas se penser mort, qu'on ne fera pas sa propre mort. Donc comment est-ce que tu situerais le cas des schizophrènes dans ce contexte? Et deuxième question, qui nous concerne tous qui sommes ici ce soir, c'est une réflexion que je me suis faite. Est-ce que finalement réfléchir à se demander qu'est-ce que c'est qu'être soi, est-ce que ce n'est pas se dire qu'on a la capacité, qu'on a la conscience de sa propre variabilité, que ce soit dans le passé en lien avec la mémoire ou dans l'avenir, dans notre capacité à faire quelque chose. Attends, je vais peut-être répondre à la première, parce que oui, c'est vrai que sur la question de la schizophrénie, tu es peut-être plus spécialiste. La schizophrénie. Alors la schizophrénie, c'est ce qu'on appelle une porosité de la psyché. C'est-à-dire qu'il y a un clivage du moi, où le moi, je dirais, de la réalité n'existe plus. C'est le réel, c'est-à-dire l'inconscient qui prend possession de la réalité. Donc, il faut bien différencier le réel et la réalité. Le réel, c'est ce que l'imaginaire qui vit en nous. Et à partir de ce moment-là, c'est l'imaginaire qui prend le dessus sur la réalité. Hein, c'est ce qu'on appelle le symbolique réel et imaginaire. Les récits. Oui, c'est ça, réel, symbolique, imaginaire.
Et le réel, c'est l'inconscient. Et à partir de là, il y a une rupture. Dans le moi, il y a une rupture complète. Et la personne va se construire une identité qu'il va s'imaginer. Par exemple, elle peut se prendre pour Napoléon. J'ai rencontré quelqu'un qui dit je suis une femme, ou une personne qui se disait peut-être que je vis autre chose. Mais on n'est plus dans le concret. Par exemple, il y a un très beau film qui en parle c'est Un homme d'exception. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, qui est ce professeur de mathématiques qui est prix Nobel, qui obtient le prix Nobel après le prix Nobel de mathématiques d'ailleurs, la Field. Et finalement, on le voit tout au long de son parcours vivre avec sa schizophrénie, c'est-à-dire qu'il se bat avec lui-même, il sait très bien, on se pose la question à qui il parle, mais il parle à cet autre qui l'habite. Alors, on parle aussi, dans la schizophrénie, il y a eu un autre film, je ne sais plus lequel d'ailleurs, on voit ces personnages, une personne qui parle avec 12 ou 14 personnes. Et on se pose la question, le psychiatre dit, mais à qui je parle? Donc la personne pouvait être, je ne sais pas, Grégoire, elle pouvait être Louise, elle pouvait être... Donc elle avait 14 personnes. Donc c'est ça la schizophrénie. C'est à partir du moment où on n'est plus dans la réalité concrète. C'est-à-dire que le moi est complètement, je dirais, déconnecté de la réalité. Oui. On vit dans un autre monde. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire, au sens strict du terme, que le schizophrène se pense autre, puisqu'il y a... Il vit. Alors, le schizophrène se vit avec son inconscient. C'est-à-dire que le moi, le surmoi, il n'y a plus de barrière. Par exemple, quand j'ai travaillé à Villéora, il y a un petit bout de temps, j'ai rencontré un schizophrène et il disait, vous savez, monsieur, j'ai une antenne dans la tête. J'ai des émissions sont brouillées et j'ai envie, j'aimerais bien écouter les émissions qu'il y a dans ma tête. Et alors j'ai dit, on ne peut pas lui faire comprendre que, surtout pas, parce qu'à partir du moment où il va comprendre qu'il est dans l'irréalité, il va suicider. Donc laissons-le dans l'irréalité, parce que si on l'amène dans la réalité, ceux qu'on peut amener les schizophrènes qu'on peut amener dans la réalité, il y en a. Il y a des personnalités qui étaient un peu folles, qui nous ont gouvernés, des maniaco-dépressifs comme Hitler et autres, mais qui, quelque part, étaient dans la pathologie mentale. Mais elles n'étaient pas complètement schizophrènes. Mais on a des schizophrènes qui fonctionnent. Mais il faut les traiter. Et on les traite énormément. Vous allez dans les hôpitaux Prémontré ou ailleurs, vous avez des grands schizophrènes qui vivent dans leur monde. Mais si on les sort de leur monde... Oui. Mais là, on n'est plus dans la réalité pensante. Oui, voilà. Ils pensent sur eux. C'est pour ça que je disais qu'au sens... Voilà, ça c'était pour répondre à la schizophrénie. Mais il y a de très beaux films, allez voir, regardez Un homme d'exception, c'est un très beau film. Non, je te laisse la deuxième question. Oui, du coup, je l'ai oublié, si tu pouvais la reformuler. Oui, savoir si, finalement, réfléchir entre nous, tels que nous sommes, par exemple, nous ce soir, sur ce qu'est être soi, qui ne souffre pas un peu particulière, c'est avoir la capacité d'avoir conscience de sa variabilité aussi bien dans le passé en lien avec la mémoire que dans ce qu'on est capable de faire, ce qu'on peut... Avec la notion de projet. Oui, de projet et de l'existentialisme aussi. Absolument. Seul un être libre peut se demander qui suis-je. Je ne pense pas que mon chat se pose la question. Mais je pensais surtout par rapport à la variabilité au mouvement, à quelque chose qui bouge. Oui, c'était en gros ce que je voulais soutenir. Par opposition justement à toute substantialisation du moi qui l'enfermerait dans une forme figée, le soi se caractérise au contraire par ce qu'on pourrait appeler un certain dynamisme et je crois que ton mot est excellent, une variabilité. Donc j'acquiesce complètement à cette conception dynamique du moi, qui fait justement qu'il n'est pas définissable au sens où une définition suppose un état fixe. Un état... Ça ne nous enferme pas dans dans l'en-soi, exactement. Je veux juste rajouter un truc sur la schizophrénie. On a des tas de gens autour de nous qui sont un peu paranoïaques. Or, il faut savoir que la paranoïa fait partie de la schizophrénie. C'est-à-dire des hommes ou des femmes jalouses qui vont, par exemple, je pense à un homme paranoïaque que j'ai vu il n'y a pas longtemps, il a demandé
à sa femme de mettre un traceur dans son portable. Et ensuite, dans sa voiture, elle téléphonait à ses collègues, il avait mis un micro. Donc, on a ces genres de personnalités schizophréniques, mais qui sont des paranoïaques, mais qu'on trouve partout autour de nous. Il y a des petits et des grands. Là, je vous parle d'un gros paranoïaque, mais il y en a des partout, des jaloux, des possessifs, des jalouses et des possessifs aussi, et qui font partie de la schizophrénie. Hein, ce qu'on appelle la paranoïa de Kretschmer. Qu'est-ce qu'il y a la paranoïa? C'est J'ai une question pour Jean-Marc. Moi, je voulais savoir si on avait eu des travaux chez les greffés d'organes. Est-ce qu'on a eu des travaux sur les greffes d'organes? Sur la façon dont on peut se percevoir. Oui, la mémoire des organes. Voilà. Il y a eu des travaux là-dessus? Il y a eu des travaux. Et la conclusion, c'est quoi? Qu'effectivement, les organes peuvent révéler quelque chose de l'autre qui a été greffé. Mais comment ils vivent ça? Voilà, c'est ça. Oui, ça existe. Oui, il y a des travaux. Vincent? François, tu parlais de ton chat tout à l'heure. Oui, oui. Pourtant, il y a certains animaux qui sont capables, dans un reflet, de s'identifier, et d'autres qui ne sont pas capables de s'identifier. Est-ce qu'on peut en conclure que certains sont capables d'avoir conscience d'un soi et d'autres pas? Oui, oui, alors là, c'est une question assez délicate, parce que d'après ce que je sais, les travaux des... comment on appelle ça, des zoologues ou des éthologues. Alors ce qu'on peut dire au moins, c'est qu'il y a chez certains animaux une ébauche de conscience de soi, d'après des expériences qui ont été faites en laboratoire, notamment au cours de chimpanzés. Il y a la fameuse expérience de la tâche. On endort le chimpanzé et pendant son sommeil, on trace sur un endroit de son corps, sur son front, une tâche. Et ensuite, on le place face à un miroir et on observe les réactions. Et certains chimpanzés essaient de toucher la tâche et de l'effacer. Et ce qui semble donc témoigner au moins d'une esquisse de conscience de soi, c'est-à-dire qu'ils ont bien conscience que c'est eux qu'ils voient, comme tu disais, dans l'image, dans le reflet. Alors, maintenant, est-ce que c'est seulement une ébauche, une esquisse de conscience de soi, une conscience de soi achevée? Il me semble quand même que la conscience de soi passe par le langage. Comme disait Kant, c'est lorsque le jeune enfant passe, d'ailleurs, du « il » au « je », que l'on peut être assuré ou que l'on a un marqueur qui témoignerait de sa conscience de soi. Maintenant, sur la question, effectivement, des capacités intellectuelles des animaux, il faut avouer qu'on doit remettre en question, à la suite de travaux assez récents d'éthologues, un certain nombre de préjugés qu'on avait. Il y a des travaux qui ont été faits sur les abeilles, et on s'aperçoit que les abeilles peuvent différencier un rond, un carré, et plusieurs couleurs. Ces études, il y a 4 ou 5 mois. Donc ça avance. Donc après, elles indiquent, donc ça c'est les abeilles témoins, et après elles indiquent par un langage aux autres abeilles. Là où mais il me semble quand même que le langage humain a des spécificités que, entre guillemets, le langage, ou peut-être le message, Benveniste parlait plutôt de message des abeilles que de langage. Qui me semble tout de même maintenir une différence de nature entre l'homme et l'animal de ce point de vue-là. Enfin, ce serait malgré, en effet, le fait qu'il faille certainement réévaluer les compétences intellectuelles des animaux par rapport à ce qu'on pensait autrefois. Je crois d'ailleurs que du point de vue, mais alors peut-être que la Bernadette, tu en sais plus que moi, du point de vue biologique, il y a très peu de... Il y a 99% de nos gènes des gènes semblables avec ceux de... Il suffit de 2 pour tout changer, quoi. Eh oui, voilà, exactement. C'est ça. C'est pour ça que, pour ma part, je maintiendrai l'idée d'une différence de nature envers l'animal. Et entre l'homme et l'animal, même si ça peut être l'objet de discussion. Ça bouge en ce moment, je trouve. Cette notion bouge. Oui, tu te souviens d'ailleurs. On avait fait une conférence comme nous. On avait fait une conférence sur l'éthique animale il y a 2 ans où on avait montré que
Alors après, est-ce que pour autant on peut revendiquer un droit des animaux? Parce que c'était peut-être ce qu'il y avait en filigrane derrière ta question. Voilà, ça j'ai pas une curiosité. Ouais, d'accord. Et jusqu'où aller? Jusqu'où aller? Oui. Est-ce que c'est propre aux animaux domestiques? Est-ce que c'est propre aux hominidés? Ou est-ce que c'est un comportement induit? Contact de l'homme? Difficile de répondre. Oui, difficile, oui, c'est sans doute là. L'état de... Oui. Juste étymologiquement parlant, oui. D'identité. J'ai un trou de mémoire là. Pourquoi vous avez choisi identité? Et s'il y a des latinistes ou des hellénistes, est-ce que quelqu'un peut me dire d'où vient ce mot-là, identité? C'est le même. Oui, mais... Identité, c'est le même. Oui, voilà, c'est le... Ah, le même, identité, c'est le même. Ouais. Alors, étymologiquement, c'est une étymologie latine qui veut dire le même. Idem. Mais toi, ce dont tu nous as parlé, c'est de l'unique. Ah, les deux. J'ai parlé dans une première partie de l'ipsé, l'unique, parce qu'il y a cette ambiguïté dans la langue française. Donc voilà. C'est ambigu le sens d'identité. Oui, bah oui. C'est comme les protégés, comme là. Parce que c'est à la fois, quand on parle d'identité nationale, c'est... Oui, non, mais bon... Non, mais même s'agissant de l'identité personnelle, j'ai voulu articuler le rapport entre ces deux sens, l'identité au sens de l'ipsé, l'unique, et chacun est unique, et en même temps... non, mais c'est une notion effectivement complexe. Oui, il y a aussi l'idée d'une unité, dans l'identité qu'on trouve par exemple chez Descartes, c'est qui était remise en question, mais pas Freud. Bah oui, parce qu'avec la... Oui, et puis en plus le concept d'identité se décline. Alors moi je m'étais limité à l'identité personnelle, mais il y a l'identité sociale, il y a de ce point de vue-là d'ailleurs je vous recommanderais éventuellement ce livre très intéressant de Vincent Descombes qui s'appelle Les embarras de l'identité, qui est beaucoup plus large que ce que j'ai fait. Il ne parle pas uniquement d'identité personnelle. Oui, puis on parlait de mémoire, il y a aussi la mémoire collective qui existe. Quand on parle d'identité nationale, on entend qu'est-ce que ça serait l'objet au débat. Mais ce sera peut-être l'objet d'une autre conférence sur la mémoire dont j'ai cru entendre parler.